Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur sur une thématique importante dans les systèmes d'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui dans cette société, actuellement, beaucoup parlent de l'IA, beaucoup font des vidéos autour de l'IA, mais très peu de personnes, je précise bien, très peu de personnes sont capables de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, j'ai décidé depuis un certain temps, parce que je vois beaucoup d'informations passer là sur les réseaux qui ne sont pas factuelles dans leur forme globale, parce que ça ne peut pas vous mener à construire, à concevoir et à mettre sur pied de vraies architectures d'intelligence artificielle en ligne, en production. En ma qualité d'ingénieur informatique et d'expert IA, j'ai décidé donc de regrouper tout le matériel nécessaire pour vous concevoir et vous écrire un vrai programme, d'accord, de bout en bout, avec toutes les notions nécessaires pour la mise sur pied d'une solution d'intelligence artificielle, d'un agent intelligent. C'est-à-dire que moi, j'apporte la solution à cette question. Vous avez sans doute, bien sûr, entendu plein d'informations autour des agents intelligents, de ChatGPT, Claude, tout le reste. Mais posez la question, ou même posez vous-même la question à d'autres personnes. Est-ce que autour de vous, ou est-ce que vous-même, vous êtes capable, avec les outils tels que ChatGPT, Claude, de construire un vrai système IA? Je ne pense pas. Et ça, c'est vraiment un manque très cruel à ce que j'observe aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a l'information, c'est pas le problème. D'accord? Ce que je vais dire aujourd'hui là, sans doute vous avez entendu quelque part un certain nombre de terminologies, de mots-clés. Mais c'est la manière dont l'information a été pensée, regroupée et structurée pour que ça puisse faire sens dans la mise en place d'une vraie solution d'intelligence artificielle, dans la praticité en fait, dans le côté pratique. C'est ce que j'apporte aujourd'hui parce que, comme je vous disais, j'ai le terrain qui parle pour moi. Et donc, avant de continuer, bien sûr, je vais me présenter. Je vais vous dire qui je suis. Alors, je m'appelle Gabriel Binda, je suis ingénieur informatique. J'ai travaillé auparavant pour de grands groupes tels que L'Oréal, Renault et aujourd'hui la SNCF. Et donc aujourd'hui, par exemple, là, je suis en train de concevoir un véritable cerveau d'intelligence artificielle qui s'appelle Niambot. Alors ici, vous avez donc la toute première page du programme, d'accord, de ce module. Donc c'est le module 1, comprendre les systèmes d'intelligence artificielle. Donc mon parcours, pour revenir un tout petit peu là-dessus, avant d'être ingénieur et de travailler aujourd'hui pour la SNCF, j'ai auparavant été élève étudiant comme un bon nombre de personnes en classe préparatoire scientifique, maths sup MPSI et maths P PSI pour physique et sciences de l'ingénieur. Après cela, donc j'étais en école d'ingénieur, évidemment, parcours classique. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis donc expert dans mon domaine. J'ai créé Niambot. Alors Niambot, c'est quoi? Je vous disais clairement, Niambot, c'est le cerveau intelligent sur les données publiques françaises. C'est la toute première couche d'intelligence artificielle qui permet de comprendre en profondeur la donnée française telle qu'auparavant personne n'a su mettre cela sur pied. C'est-à-dire que le problème que Niambot résout, c'est quoi? C'est que après constatation, les outils que nous avons aujourd'hui tels que ChatGPT, Claude Mistral, DeepSeek et tout le reste, ce sont des agents généralistes. Ce sont des solutions généralistes. Et en tant que tels, ne sont pas calibrés pour aller adresser un domaine en particulier tel que la donnée française. Donc, j'ai donc décidé, parce que le problème derrière cette généralité, c'est quoi? C'est que lorsque vous posez des questions directement sur votre interface de type ChatGPT, Claude Mistral, bah, sur la donnée publique française, je précise bien, dans le contexte français, d'accord, puisque c'est un domaine particulier, bien précis, par exemple sur l'immobilier, sur une loi, une législation en France, sur un texte de loi en France, une procédure ou une démarche française. Ce que font ces agents-là de type généraliste, c'est qu'ils vont sur Internet aller fouiller l'ensemble des informations généralistes qu'ils vont trouver. Et généralement, ce qui se passe avec les sites internet, il y a des problèmes de mise à jour et dans beaucoup de cas, la donnée n'est pas souvent factuelle. Donc, Niambot
va faire quoi? Nyambot va se baser sur tout le catalogue des données françaises, d'accord? Sur tout le catalogue des données publiques françaises. Ici, en l'occurrence, la plateforme des données publiques françaises, le DataGouv. Vous voyez là, sur tous ces jeux de données, tous ces fichiers, toutes les organisations, en fait, toutes les thématiques, ok, va aller comprendre le sens de votre question, construire des faits, des sources, des chiffres et apporter cela à votre modèle de type ChatGPT, Claude ou Mistral pour que vous puissiez avoir des informations donc factuelles, sourcées et chiffrées. Voilà ce que fait Nyambot. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel, Nyambot est accessible sous forme de format MCP avec une connexion ici avec l'URL du serveur. Par exemple, ici, sur mon interface, je peux connecter Nyambot. Donc, c'est déjà fait. Hein, donc, je vous montre. Vous voyez là, Nyambot est ici, sous forme de serveur MCP. Je peux l'essayer dans le chat. Vous voyez, je peux poser une question, par exemple, de type... alors, essayons de voir une question très, très pratique que j'avais déjà renseignée. Non, c'est pas ça. Alors... Non, alors, bon, les mots-clés, j'ai déjà supprimé, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va prendre cette question, ok. Je veux vendre mon appartement 34 rue de la Roquette, Paris 11e, 24 mètres carrés. Je le mets à combien? Fais-moi un mini tableau comparatif. D'accord? Une question. Je pose cette question à ChatGPT et ChatGPT étant branché, étant connecté avec Nyambot. Regardez ce qui va se passer. C'est que ChatGPT va déléguer cette question à Nyambot pour que Nyambot puisse aller récupérer les informations sur de la donnée publique française. D'accord? Donc, il commence déjà par dire, je vais utiliser Nyambot pour obtenir les références locales autour de cette adresse. Et en particulier ici, puisqu'on parle du contexte de l'immobilier, donc le fichier DVF, le fichier des demandes de valeur foncière. Donc là, le serveur et le modèle côté ChatGPT sont en train de travailler en tandem pour vous fournir des réponses factuelles. Donc là, on laisse le temps de réflexion, on observe. Donc Nyambot, c'est la toute première, je précise bien, couche d'intelligence artificielle. Vous voyez là, la réponse commence à apparaître avec les ventes actées. Là, c'est du factuel. Hein. Ce sont des ventes réellement inscrites dans les actes notariés. C'est vraiment de la donnée sourcée, chiffrée. OK? Donc là, vous voyez, ce ne sont pas des chiffres qui ont été récupérés sur Internet. Et vous voyez bien là, ici, ChatGPT, le modèle, il précise, dit, Nyambot classe le prix comme cohérent avec le marché local. Je l'ai fait en live devant vous pour que vous puissiez voir à quoi, justement, répond Nyambot. Donc, Nyambot, c'est moi qui ai mis sur pied cette couche d'intelligence sur les données publiques françaises. Vous pouvez tester, vous y allez ici, comme vous pouvez voir là, sur le site internet. Il y a toutes les informations nécessaires pour connecter Nyambot, que ce soit côté Claude, ChatGPT ou Vibe, ok, côté Mistral. Et tout est indiqué, vous allez mieux comprendre le projet. Je reviens au cours qui m'intéresse aujourd'hui, au fait que je parle avec autorité parce que j'ai pu mettre sur pied ce type de système d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout, d'accord? Je rajoute en disant que ici, Nyambot a déjà été présenté au sein de la DINUM. La DINUM qui est donc la Direction interministérielle du numérique, qui a considéré cela comme un projet phare. Et actuellement, Nyambot est en cours de validation auprès de OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, donc Nyambot est installable avec le connecteur MCP, donc sur la base de l'URL, ok, ou côté Claude. Mais demain, vous irez directement sur votre interface ChatGPT pour ici rentrer directement Nyambot et vous verrez Nyambot apparaître dans la liste des
connecteur. Là, ça apparaît, mais c'est parce que pour l'instant, c'est installé sous forme de serveur MCP. OK? Donc, ce sera possible demain. Aujourd'hui, vous pouvez déjà l'ajouter sous cette forme comme ici. Vous rajoutez, vous prenez cette URL, vous renseignez là, vous mettez le nom ici, vous mettez l'authentification à haute. Donc là derrière, c'est O2.1, 2.1 en français. Pour vous dire que tout est sécurisé, bah, c'est en quoi? Bah oui, c'est côté OpenAI, ce ne serait pas possible. Une autre preuve également, la validation, je vous montre le statut de validation côté OpenAI, c'est en review pour l'instant. Alors là, c'est la partie crédit, de consommation, plugin. Alors, on va revenir ici. Bon, attends, je vais reprendre. Ok, voilà, là, hop. Donc, c'est du factuel, les amis. Donc là, vous voyez, Niambot ici est en cours de review. Ok? Donc, quand je dis que je parle avec eux, je parle avec des faits. Tout ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que les informations que je m'apprête à vous donner par la suite, ce sont des informations basées sur du terrain, sur ce que je fais au quotidien, sur ce que je mets sur pied au quotidien et qui ont été validées par la mise sur pied d'un projet tel que Niambot auprès d'un certain nombre de grandes instances. Donc, on va... alors, dernière chose, pour ceux qui voudraient me contacter, vous pouvez me contacter ici si éventuellement vous voudrez qu'on discute d'un certain nombre de projets qui vous tiennent à cœur. Donc, avant de continuer, il est maintenant essentiel de prêter attention à ce que je m'apprête à vous dire, à ce que je vais vous dévoiler là-dessus aujourd'hui. OK? De quoi est réellement constitué un système IA moderne? Quand on parle aujourd'hui de l'IA, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on met réellement, véritablement derrière? OK? Beaucoup de gens pensent que lorsque l'on parle de ChatGPT, on parle d'intelligence artificielle. C'est pas exactement la même chose. ChatGPT, c'est un système IA, c'est vrai, mais ça ne comporte pas toute la substance de ce que l'on pourrait réellement parler autour de la question de l'intelligence artificielle. Parce que l'IA, c'est vraiment très vaste. Et je vais être plus précis dans certains thèmes et dans certaines situations pour mieux vous expliquer ce qui fait réellement la différence fondamentale entre les gens font la confusion en énonçant des noms de langage, des grands modèles de langage LLM avec l'intelligence artificielle. Alors, une autre précision également aussi en préambule, c'est que tout ce que je suis en train de préparer pour la suite, c'est que mon idéal, c'est que vous puissiez sortir d'ici quelques minutes, avec une compréhension claire de comment en entreprise, de comment les ingénieurs sur des projets de grande envergure, ceux qui conçoivent réellement, ceux qui mettent sur pied de véritables systèmes d'intelligence artificielle comme moi, parviennent à résoudre la question. Aujourd'hui, nous avons une solution d'intelligence artificielle, nous avons une application logicielle. Demain, on voudrait intégrer l'IA au cœur de notre système. Qu'est-ce que l'on fait? Par quel chemin parvient-on véritablement à intégrer l'IA là-dedans? C'est vraiment le cœur de toute la problématique. Et le cœur de toute la problématique, ici, vous avez, donc, pour une application classique, sans IA, vous avez la relation entre l'utilisateur et l'application. Ok, vous commandez en ligne sur le site de commerce ou au quotidien. Avant l'arrivée, par exemple, de l'IA moderne, donc de la forme des grands modèles de langage, LLM, demain, on voudrait inclure un LLM. Est-ce que ça suffit pour parler véritablement d'un système d'intelligence artificielle? Donc, c'est la version 1 ici que vous voyez là.
Donc, un LLM, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si je dis ChatGPT 5.6, ok, ça c'est le modèle du LLM. Mais ChatGPT 5.6 Sol, par exemple, ce n'est pas, enfin, le modèle en lui seul ne constitue pas l'intégralité de ce qu'on appelle une application IA complète. Une application IA complète, c'est beaucoup plus vaste que qu'un seul composant, en l'occurrence un LLM. Et le LLM, pour prendre l'analogie, c'est comme avoir un moteur dans une voiture. C'est important, parce que s'il n'y a pas de moteur, la voiture ne peut pas avancer. Mais la voiture ne peut pas aussi avancer s'il n'y a pas d'autres éléments tels que le volant, le frein et tout le reste. Enfin, vous voyez. Donc, quelques notions, quelques thèmes clés à mieux saisir, même si c'est peut-être un peu une révision pour vous. Mais il faut comprendre les couches emboîtées ici. Clairement, ça doit être clair dans votre tête. Qu'est-ce que englobe l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning et l'IA génératif LLM, ici qui nous intéresse, qui est la partie la plus sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, l'IA, c'est beaucoup plus vaste. Donc, ça regroupe la perception, la prédiction, la planification, le langage, la décision. Généralement, c'est ce qu'on fait dans la mise sur pied des agents intelligents. Après, il y a le machine learning, donc qui est l'aspect comportemental à partir des données. On essaye de mettre sur pied des modèles qui vont être basés sur des données obtenues par l'entraînement. Et le deep learning, qui est une application du machine learning, mais sur la base des réseaux de neurones, donc des techniques de couches de réseaux de neurones regroupés. Et après, in fine, maintenant, nous avons l'IA génératif et la version LLM, qui est donc la génération du texte. Voilà, il y a aussi la génération des images, des vidéos, du son, et voilà. Ça, c'est donc d'autres aspects de l'IA également aussi. Autre chose également, un LLM, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la production d'un texte en séquence. D'accord? Un LLM va consister à générer une suite de séquences plausibles en langage naturel. Mais ça ne veut pas dire que cette suite de séquences logiques, enfin, qui est plausible logiquement, linguistiquement, est correcte dans les faits. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que, évidemment, avec le temps, avec les techniques autour du machine learning, donc l'apprentissage du comportement autour des données, la mise sur pied des modèles deep learning beaucoup plus puissants, des réseaux de neurones beaucoup plus vastes, aujourd'hui, nous avons quand même de très très bonnes représentations de suite des séquences qui donnent le caractère d'être à la fois logique, mais également en termes de probabilité beaucoup plus factuel. Ce qui fait qu'on est de plus en plus comme ça avec le temps en train de réduire drastiquement les biais d'hallucination autour des grands modèles de langage. C'est pas la seule chose qui s'est améliorée, mais c'est un gros facteur parce que mettre sur pied, enfin, inclure directement un LLM dans son application logiciel classique, ça cause énormément de problèmes. Il y a beaucoup de sous-questions derrière qu'il faut se poser avant d'intégrer. C'est un composant très puissant parce qu'il est capable de comprendre les intentions, donc à partir du fait qu'il a été entraîné sur de vastes corpus de textes, de données, et donc à même de comprendre facilement les intentions des utilisateurs. Sauf que quand on est en entreprise, dans un cadre d'entreprise, il est essentiel de maîtriser son périmètre de données et sur quoi est-ce que l'IA, enfin le LLM, va se limiter, va se borner. Parce que laisser la prérogative à un LLM de tout interpréter, vous courez à de grands risques dans votre architecture d'intelligence artificielle, si c'est cela qui vous intéresse. Donc, la formule que je vous ai montrée tout à l'heure là, c'est une formule très classique, hein, connue en probabilité conditionnelle. C'est uniquement pour dire en fait que la probabilité du token en cours
de production en cours ne dépend que, en fait, dépend de la suite des autres tokens qui lui précèdent. Donc, c'est justement le fait que, alors, quand on parle de token, un token aussi, ce n'est pas un mot. Par définition, un token n'est pas un mot. D'accord? C'est un élément de texte, d'accord? Ou de caractère, mais ce n'est pas nécessairement, voilà, un mot en votre langue, en français, en anglais, enfin, vous voyez. Il peut arriver dans certaines situations, en fonction de certains modèles, que le token peut être égal à un mot, mais ce n'est pas parce que il arrive qu'ils savaient que dans ce moment-là, que il faudrait confondre que le token est un mot. Petite nuance quand même, parce que c'est important, parce que quand on intègre un LLM au cœur de notre architecture, il y a le coût calculé en token, puisque on consomme ces tokens-là pour justement la facturation. Et ça, dans certaines langues, pour des tokens qui sont mal sizés, enfin mal dimensionnés, d'accord, enfin pour des langues dont les tokens ne sont pas vraiment très bien alignés, bah oui, vous allez beaucoup plus consommer que l'anglais par exemple. En anglais par exemple, puisque effectivement ces solutions IA là sont vraiment entraînées beaucoup plus autour des données anglaises, d'accord, de la langue anglaise, et donc compter en token et le fait de avoir des représentations de tokens en de mots anglais, c'est beaucoup plus facile dans le comptage. Dans les autres langues, c'est beaucoup moins, donc ce qui va impacter justement en fonction aussi évidemment de votre domaine d'activité, le coût, si vous produisez énormément de textes ou si vous générez énormément de textes au quotidien auprès de vos utilisateurs. Donc c'est une nuance importante aussi à savoir. Donc maintenant, on va revenir sur le rôle fondamental d'un LLM, c'est de générer. Ce n'est pas de récupérer. Le rôle fondamental d'un LLM, c'est de générer. Il va générer donc la suite de séquences à travers le contexte fourni, ce que vous allez rentrer, les instructions que vous allez fournir, évidemment, ça fait toujours partie de ce contexte-là. Et il va le faire parce que il va se baser sur les conditions de son entraînement. Donc, il a, dans la phase de machine learning, il est ressorti avec un modèle d'apprentissage sur les données, évidemment, donc sur du corpus de texte. Et vous, donc, vous allez fournir du contexte et des instructions. Le modèle va générer une suite de séquences à la suite, une suite de tokens pour lui. Mais pour nous, on va considérer que la réponse ressortie, c'est une phrase ou un paragraphe, c'est du texte en fait. Voilà. Son rôle, c'est de générer, pas de récupérer. Faites la distinction génération, récupération. C'est important pour la suite. Voilà. La difficulté maintenant, c'est quoi? La difficulté maintenant, c'est ici. Donc, je vous avais montré une visualisation, un graphe où on avait un tout début, la relation utilisateur-application, et maintenant, on intègre au milieu un LLM. Et je vous ai posé la question, mais est-ce que ça suffit pour s'arrêter là et dire qu'on a un système d'intelligence artificielle? Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez intégré un LLM dans votre architecture que vous pouvez nécessairement, forcément qualifier votre application nouvelle de système IA complet. Pourquoi? Parce que, prenons cet exemple ici que vous avez à l'écran, ok? Vous avez ici une question que je pourrais poser à ChatGPT. Vous pouvez poser, hein, vous pouvez prendre cette question et poser cette question à ChatGPT. Selon la procédure blablabla de notre entreprise, quelles sont les 3 validations nécessaires avant de clôturer un dossier? Alors, même si ChatGPT, Claude ont beaucoup évolué, il y aura 3 possibilités. Soit un refus, soit une prudence de dire de quoi est-ce que tu parles, de quelle entreprise, de quelle loi, de quelle procédure, ou soit certains modèles vont inventer une réponse en raison peut-être parce que
il y a cet acronyme ACME-Z42. Sauf que si votre assistant le fait, il vient de vous inventer une réponse plausible, une réponse fausse. Donc, c'est ça, c'est ce que l'on ne veut pas dans notre architecture. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que c'est juste, même si ce sera très bien construit grammaticalement, de manière orthographiée, etc. Mais ce sera pour autant une fausse réponse. Donc, on ne voudrait pas ça. Ce n'est pas parce que, donc, je réponds à la question, enfin, je termine en disant ici, ce n'est pas parce que vous avez uniquement intégré un LLM au cœur de votre architecture que vous pouvez qualifier votre architecture nouvelle de système IA complet. Ce n'est pas là du tout la même chose. Donc, qu'est-ce que maintenant on essaie de résoudre pour mettre sur pied un système IA complet? Ok? Qu'est-ce que l'on souhaite mettre sur pied pour, in fine, avoir une architecture complète qui va répondre à la question, aujourd'hui, je peux qualifier mon architecture de système d'IA complet. La première des choses, le modèle ne connaît pas vos données. Ok? Si vous décidez d'intégrer une version de modèle de type ChatGPT 5.6 ou Claude Opus ou Fable 5, par exemple, dans votre architecture, à cette étape-là, à ce stade-là, ni Claude, ni ChatGPT ne connaissent vos données. Première chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un besoin d'aller installer ce que l'on va appeler derrière une recherche au sein de vos données. Ok? Premier problème qu'on vient d'observer. Deuxième problème, c'est certaines informations au cœur de votre entreprise évoluent. La comptabilité, la loi, tout simplement le fait que la juridiction, le pays dans lequel vous vous situez, produit des textes de loi tous les jours. Donc forcément, la mise sur pied d'un certain nombre de lois au sein de votre entreprise, forcément évoluent, sont impactées, sont influencées. Vos applications évoluent, plusieurs versions sont mises sur pied en production quasiment toute l'année. Donc, l'utilisateur interagit au quotidien avec vos systèmes d'application. Donc, forcément, vos données évoluent. OK? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière? La capacité pour les modèles d'aller récupérer ces informations-là qui évoluent avec le temps. Donc, le besoin de mettre sur pied des outils. Ça, c'est ce que, ici, vous avez le premier problème, ce qu'on appelle dans l'IA générale, le modèle RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, on va installer une capacité pour que le modèle de type LLM puisse comprendre vos données, d'accord, puisse accéder à vos données, d'accord. Et après, pour mettre sur pied cela, il va falloir avoir des outils pour aller les récupérer, ok. Troisième problème, répondre n'est pas forcément agir, ok. Un LLM, je vous disais tout à l'heure, produit une suite de séquences, fait une génération. Mais la génération, c'est pas forcément une action, ok. Donc, ça, c'est un élément, un critère essentiel quand on parle de l'IA complète. Ok, là, je suis en train de vous citer, de vous cartographier l'ensemble de toutes les capacités que l'on devrait retrouver ou que l'on retrouve dans un système IA complet. Quatrième problème, le système doit parfois se souvenir. Un utilisateur qui utilise ChatGPT tous les jours, il voudrait pas se répéter par rapport à ce qu'il a pu dire à ChatGPT à la veille. Donc, il faut de la mémoire. De la mémoire, c'est ce qu'on appelle ici de la mémoire persistante. Ok? Je voudrais avoir une profondeur de mémoire. En revenant même 6 mois plus tard, voire 1 an, je voudrais que quand je pose une question qui a déjà été posée il y a 1 an, 6 mois,
bah, que ChatGPT ou Claude ou Mistral puissent me répondre par rapport à mon contexte de l'époque. Cinquième problème, certaines actions sont dangereuses. Certaines actions sont dangereuses. Le transfert d'argent, par exemple, ou la suppression de données. Sur des systèmes où des commandes sont exécutées avec des outils, lorsque des actions de permission, d'autorisation sont validées, il faut s'assurer que cela respecte bel et bien la conformité de votre système d'architecture. Les amis, ici là, je suis en train de parler avec une vision d'un point d'expert, mais tout en vous mâchant l'information parce que tout ce que je vous dis là, c'est le contexte auquel vous allez être confronté si demain vous entrez dans la mise sur pied. Donc en entreprise, si vous êtes appelé dans une entreprise pour mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. Moi, au quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. En tant qu'architecte des systèmes informatiques et donc forcément de la mise sur pied des systèmes IA, ça c'est encore juste le début. Je suis uniquement en train de vous expliquer le b.a.-ba. Mais c'est essentiel, c'est crucial de comprendre la profondeur, le pourquoi. Donc j'esquisse bien le fait que un LLM seul ne peut pas, si on ne comprend pas les différentes problématiques qu'il y a autour, faire en sorte que on ait demain un véritable système, une véritable solution d'intelligence artificielle. Et donc, pour y arriver, il faut comprendre pourquoi on a besoin de tels composants. Pourquoi est-ce que il faudrait que le LLM puisse aller chercher, puisse comprendre nos données et donc, par conséquent, puisse aller les chercher. Et comment aller les chercher? Il va falloir mettre des outils, lui donner cette possibilité-là. Deuxième chose, la mémoire persistante. Le LLM, lui, ne fait que générer. Sa capacité première, c'est de générer une suite de mots, une suite de séquences, une suite de tokens, mais qui pour nous va être considéré comme étant de la génération du texte. Sauf que cette génération du texte-là, le LLM, lui, il n'a pas souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 an, 6 mois, etc. Mais comment va-t-on lui faire en sorte qu'il puisse se souvenir? Bah, il va falloir inclure une mémoire, etc., etc. C'est ça que je suis en train de mettre en valeur ici à travers cette présentation. OK? Donc, je reviens ici en disant, donc, il faut savoir si le système fonctionne. Quand vous avez mis sur pied un système IA, à la fin, il va falloir le tester. Il va falloir l'observer, l'évaluer. Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il répond plus de 95% au maximum des questions de nos utilisateurs? Et vérifier la latence, la rapidité, la robustesse, le côté des hallucinations, l'exactitude des informations, sa capacité évidemment de comprendre nos données. C'est tout ça, c'est tout ceci qu'on vérifie dans l'aspect besoin, évaluation, observabilité. Alors, ici, vous avez maintenant une architecture déjà primitive que l'on peut considérer, enfin, que l'on considère déjà comme étant un véritable système IA moderne. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez ici l'utilisateur qui va donc interagir sur une interface ordinateur, écran, enfin, ou téléphone, une interface, d'accord, ou via une API. Vous avez un orchestrateur, j'expliquerai tout cela par la suite, si cela ne vous parle pas tout de suite, c'est pas grave. Et maintenant, l'orchestrateur, lui, va dispatcher la question ou les questions de l'utilisateur en fonction de sa pertinence, soit au LLM pour générer et décider, soit à ce que je disais tout à l'heure, au RAG, qui est donc un composant qui fait de la récupération, d'accord, de la récupération sur vos données. Et ces données-là, effectivement, ici, vous voyez là, vont être récupérées et poussées au LLM par la suite. Et vous avez donc les outils qui vont permettre justement à aller récupérer des informations dans des systèmes STN auxquels le LLM seul ne peut y accéder. Et donc, vous avez la couche après de mémoire qui balaie l'ensemble justement de cette brique-là pour se souvenir de tout ce qui s'est passé comme échange entre l'utilisateur et le LLM par exemple. Mais à la fin, tout ceci constitue un système d'IA moderne.
il y a 3 manières d'organiser un traitement, d'accord? 3 manières d'organiser un traitement lorsque, par exemple, un utilisateur entre en contact et crée sur une interface donnée. Il y a la chaîne déterministe, parce que en tant que entreprise, vous donnez des informations à vos utilisateurs, vos utilisateurs aux clients et effectivement vos consommateurs, selon le contexte, vous en fournissez également. Il y a la chaîne déterministe ici qui est l'ordre qui est connu à l'avance. Par exemple, un PDF, il y a une extraction, un découpage et un stockage. Et puis, il y a un workflow où le workflow est défini, mais ça reste toujours à l'intérieur une chaîne déterministe parce que en fonction du test de validation, en fonction d'un certain nombre de conditions, on saura si c'est la voie A ou la voie B. Vous arrivez à un rond-point, par exemple, c'est un très bon exemple classique. Vous êtes en voiture, vous mettez une adresse de destination, vous déplacez un GPS. Vous arrivez au niveau du rond-point, bah le GPS et le rond-point envoie le test au GPS. Et le GPS maintenant va dire il faut sortir à la deuxième sortie, troisième, quatrième, etc. Ok? Ça c'est vraiment le test ici, mais ça reste un système déterministe parce que quel que soit le chemin, il y aura le nombre de voies de sortie du rond-point est déterminé par avance, est connu par avance. Maintenant il y a la chaîne où le modèle choisit dynamiquement de comment est-ce qu'il va travailler. Là c'est beaucoup plus vaste et c'est ici qu'entre la notion d'agent intelligent parce que on ne sait pas ce qui va se produire d'avance, mais toujours est-il que on fait confiance au fait que l'agent intelligent va être réfléchi, va être en capacité de choisir le chemin le plus adéquat. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a fourni des outils qui vont répondre à sa demande-là. Mais on ne sait pas d'avance comment il va combiner ces outils-là. Bien sûr que d'un point de vue mathématique, stochastique, avec de la loi des grands nombres, on pourrait évaluer une certaine forme de probabilité. Mais c'est tellement très vaste que c'est assez grand en termes de combinaison. Voilà, que on considère évidemment que ceci est un modèle où l'agent intelligent choisit dynamiquement la manière dont il va traiter, effectuer un traitement. Donc, voilà déjà ce qui est essentiel de comprendre sur les systèmes d'intelligence artificielle. Jusqu'ici, ça m'intéresserait déjà que vous puissiez mettre en commentaire de cette vidéo, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, de me dire si est-ce que vous avez déjà entendu et vu ces informations de cette manière-là dont je vous explique, sous la forme dont je suis en train de vous amener, d'accord? Et ce que cela vous apporte comme valeur ajoutée. Parce que si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas réellement, peut-être pas à ce stade, mais si in fine vous faudra regarder la vidéo à nouveau, mais si vous n'y arrivez pas à comprendre l'importance de ce que je suis en train de vous dire, tel que je suis en train d'expliquer là, ça va être très très difficile pour vous de véritablement entrer demain dans le marché de l'intelligence artificielle en entreprise et même de concevoir pour vous-même dans vos propres projets personnels de mettre sur pied de véritables systèmes IA. Tel que par exemple j'ai pu mettre Niambot en production. Ce n'est pas Claude Code, ce n'est pas Codex, ce n'est pas Windsurf, ce n'est aucun outil d'IA ou d'agent coding qui va faire le travail à votre place. Ce n'est pas Claude Code, je répète, qui va vous déployer une IA en production avec toutes les règles de l'art. Ce sera vous, je vous le garantis. Les informations que vous voyez ici, enfin, que je vous ai présentées jusqu'à présent, et il y en a, j'ai pas terminé bien sûr. Ce sont des informations qui m'ont pris la peine de regrouper en fait, ne serait-ce que parce que ça me fatiguait en fait de faire ce travail et de me dire après que je vais
potentiellement présenter ça à des personnes qui ne vont sans doute pas comprendre même de quoi est-ce qu'on parle en fait. Mais je me suis dit que il y en aura peut-être 2 ou 3 personnes qui vont suivre et ça sera suffisant pour moi de continuer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'installer les bases avec vous en tant que ingénieur, en tant qu'expert, en tant que quelqu'un qui est sur le terrain. Je sais que c'est crucial d'installer ces fondations-là de base pour qu'après, lorsqu'on va parler de cache Redis, de serveur, de modèle grec, d'agents intelligents, ce sera beaucoup plus facile pour vous. OK? Beaucoup veulent suivre la tendance. Beaucoup veulent tout de suite installer Claude Code. Mais la plupart du temps, vous ne produisez rien avec Claude Code. Pourquoi? C'est pas parce que Claude Code n'arrive pas à faire ce que vous lui demandez. Mais c'est que ce que vous allez donner à Claude Code n'est pas cohérent, en fait. N'est pas dans la démarche, n'est pas dans les fondations de ce qui permet de mettre véritablement sur pied un système d'intelligence artificielle. Parce que vous ne connaissez pas le chemin pour mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. Claude Code, ChatGPT, etc. Ce sont des outils d'exécution. Ce sont des outils... Je vois, il y a des tendances là sur les réseaux sociaux. L'IA va remplacer les développeurs. Je ne suis pas développeur à la base. Je suis très très loin au niveau du développement. D'accord? Je veux aussi parler en faveur des développeurs. Apprenez le développement en langage, quel que soit le langage, Python, Java, C, C++, etc. Comprenez la logique algorithmique. Ne restez pas là campés sur des discours sur Internet, pas des gourous, pas des gens qui ne conçoivent pas l'IA au quotidien, qui vous disent que le développement informatique est mort. C'est faux, les amis. Je suis sur le terrain. Je travaille avec des développeurs au quotidien. Bien sûr qu'il y a un changement radical dans la manière de faire aujourd'hui le développement, ok? Parce que les agents coding sont là pour mieux écrire du code plus rapidement et parfois bien structuré et bien lisible. Mais pour autant, il faut savoir demander la bonne action et dire la bonne action, la bonne instruction à l'assistant coding tel que Claude Code, Codex, etc. Si vous ne savez pas de quoi est-ce que vous parlez, bah c'est fini en fait, vous êtes foutu. Je vous le garantis. Claude Code, Codex, etc. Bien sûr que ce sont des agents coding hyper puissants. Ce sont des modèles qui sont très avancés. Imaginez que vous ayez en face de vous un développeur extrêmement expérimenté. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est vous qui donnez les ordres. D'accord? Ici, ce qui se passe actuellement dans le monde entier, c'est que nous avons une multitude de personnes là d'ailleurs qui ne savent pas quel ordre donner. Je pourrais prendre un exemple même sur un plan géopolitique pour faire référence. Imaginez que on veuille nommer un président de la République dans un pays et que ce président-là en question n'a pas toute sa tête. Et si de surcroît, le pays en question possède la bombe nucléaire. Est-ce que vous pensez que c'est rationnel? Je vous pose la question. Est-ce que ça fait sens? Bah, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Claude Code, Codex, etc. sont des agents très puissants. Mais ce qu'en face, nous avons des personnes qui ne comprennent rien à rien, qui ne savent pas quel ordre donner. Ça donne quoi? Ça donne des projets IA bancals, des projets qui n'arrivent jamais en production, qui ne verront jamais le jour, tels que Niambot ici, d'accord, tel que vous pouvez voir ici. C'est ça ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Beaucoup ne comprennent pas
Beaucoup ne comprennent pas. Désolé pour le son. Je disais que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'IA, où vous avez beaucoup d'individus là d'ailleurs qui pensent que en installant Claude Code, du jour au lendemain, ils seront experts en IA. C'est faux. Donc, il faut savoir quoi demander. Il faut avoir le recul sur ce que l'on souhaite, donc les objectifs, le choix, les actions, l'environnement, les contraintes. C'est tout ceci qui constitue un véritable système d'intelligence artificielle. Donc, un agent ici est un système dans lequel un modèle participe. D'accord, les mots sont importants. Je les ai choisis de manière adéquate. Un agent est un système, un agent intelligent supposé, évidemment, enfin, ça va de soi, est un système dans lequel un modèle participe dynamiquement au choix des actions nécessaires pour atteindre un objectif à l'intérieur d'un environnement ayant des contraintes définies. D'accord? Un environnement ici et des contraintes définies. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes lois, les mêmes dispositions, les mêmes n'exercent pas dans la même juridiction de texte de loi, la même réglementation de travail. Donc, il y a des contraintes, il y a des choix à faire, il y a des actions à sélectionner, et puis il y a des objectifs business derrière. Un ingénieur, c'est pas uniquement, désolé pour la caméra, un ingénieur, c'est pas uniquement quelqu'un qui a la tête sous le guidon en regardant ses outils informatiques, ses serveurs, ses entrepôts de données, etc. C'est quelqu'un, et voit plus, qui doit avoir le recul nécessaire sur le regard de l'entreprise, sur tous les flux de l'entreprise. J'ai bien précisé que ce module, c'est le premier module, c'est vraiment, enfin, il y en a 10 modules derrière, mais c'est le premier module qui vous met sur pied les fondations pour vous permettre de comprendre l'IA telle que les entreprises, les grandes entreprises voudraient que les ingénieurs IA dans le projet puissent agir. Les grandes entreprises aujourd'hui font appel à des experts et ces experts-là, c'est la quintessence des informations nécessaires que j'ai regroupées ici pour vous permettre de comprendre comment cela se passe en entreprise, au même titre que ces experts-là en entreprise, pour avoir le même regard, le même niveau d'information. Donc, un agent ici n'est pas forcément ou nécessairement autonome, mais un agent peut aller rechercher des informations, ce que Claude Code fait, peut lire des informations ou ChatGPT peut faire, peut proposer des suggestions, la fenêtre de contexte parfois qui apparaît avec Claude Code, le codex, etc. Mais parfois ne peut pas écrire sans confirmation humaine, d'accord? Il faut de la validation d'un humain, l'aspect human loop, l'humain dans la boucle, ok? C'est important. Et les outils, donc c'est une capacité externe en fait, décrite par contrat. C'est-à-dire que un agent, pour qu'il puisse agir, comme je le disais tout à l'heure, il a besoin des outils. Ces outils-là, pour que notre agent intelligent puisse agir de manière convenable, il a besoin de savoir à quoi sert cet outil. Cet outil, c'est quoi? Quel est son nom? À quoi il sert? Dans quel cadre? Dans quel contexte? Voilà, c'est ça le contrat. Vous prenez un maçon saura que, bon, voilà, pour placer, je sais pas, pour faire du béton, voilà, il nous faut du sable, par exemple. OK? Il nous faut du sable, il nous faut une pelle, il nous faut telle machine à broyer. Donc, un camion, par exemple, pour déplacer du sable ou de la châche. Une truelle, j'en sais rien. Enfin, bref, ça, c'est la même chose ici. Prenez un conducteur de voiture. Il sait que
pour aller d'un point A à un point B, il y a le code de la route. Le code de la route dit quoi? Dit, bah, c'est tel panneau, c'est le panneau stop, c'est le panneau laisser les autres usagers passer, céder le passage, etc., etc., etc. C'est ça le contrat derrière. Donc, un agent ici, pour qu'il puisse agir de manière efficace, pour qu'il puisse remplir sa mission, il a besoin des outils. Et ces outils-là sont définis par l'aspect contrat. Donc, lorsqu'il va entrer en action dans la réalisation de nos tâches, en ayant les outils en sa possession, il va être en mesure de choisir le bon outil au bon moment pour avancer dans la réalisation finale de la tâche. C'est ça qui définit le cadre du contrat. Lorsque vous posez une question à Claude Code ou à ChatGPT, pour que Claude Code avance, par l'intermédiaire de vos intentions, décryptées, compris par le LLM, le grand modèle de langage qui est derrière, il traduit cela en plan d'action logique. Maintenant, chaque étape de logique découpée, il va dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai en magasin comme outil pour réaliser la première étape? Ok, bah, je vais prendre cet outil-ci, parce que cet outil-ci, ça s'appelle X, ça entre en compte lorsqu'il y a telle problématique, ça résout la problématique comme ceci, et ça apporte le résultat ainsi. Il choisit cet outil-là. Parmi tous les outils, il choisit le plus adéquat. Il peut avoir plusieurs outils qui peuvent faire la même chose, comme on dit, plusieurs chemins peuvent amener à destination, mais il va choisir l'outil le plus efficace. Il sélectionne l'outil en question travaille pour produire un artefact incrémental de résultat. Ce résultat-là est fourni après au modèle. Le modèle le met à côté. Il regarde ensuite la deuxième étape. Ok, je viens de résoudre la première étape. Il me faut maintenant résoudre la deuxième étape. C'est comme quelqu'un qui essaie de résoudre une équation mathématique. Vous prenez une équation mathématique du second ordre, un exemple très, très classique, hein, ax carré plus bx plus c égale 0. Trouvez, donc a, b, c coefficients réels. Trouvez, et a différent de 0. Trouvez les solutions de cette équation. Il y a la méthode, aujourd'hui, elle est très connue, avec le calcul du discriminant, le fameux b carré moins 4ac, d'accord? Et selon les conditions de signe sur ce terme-là, donc discriminant positif, on a deux racines distinctes. Discriminant nul, on a une racine double. Discriminant négatif, on n'a pas de solution dans l'ensemble du corps réel. Bon, maintenant, prenons un agent intelligent, on lui soumet cette équation-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il déroule simplement cette méthode-là. Il regarde les coefficients A, B, C sont réels avec A différent de 0. Il dit, bon, ok, je vais calculer le discriminant B carré moins 4AC. Il calcule B carré moins 4AC. Donc, il dit, ok, pour résoudre cette équation-là, j'ai besoin du terme du B carré moins 4AC. Ensuite, j'ai besoin de comparer le signe de ce terme-là. Donc, par rapport à 0, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, ou est-ce que c'est égal à 0? Enfin, la valeur. Et à partir de là, il dit, ok, comme tout à l'heure, je vous ai montré un petit graphe sur le test. Si c'est positif, bah, je vais conclure sur la voie qu'il y a deux solutions. Si c'est négatif, il n'y a pas de solution. Si c'est égal à 0, il y a une seule solution. Avec la formule par la suite du résultat. Voilà le plan de planification d'un agent intelligent. Et bah, il y a un outil maintenant en magasin qui va lui permettre de calculer B carré moins 4AC. Ainsi de suite, voilà. Et dès qu'il a calculé cette valeur-là, il passe au second outil maintenant qui va lui permettre de lui donner le signe en question. Et ainsi de suite. C'est typiquement, enfin, c'est pas typiquement, c'est ce que fait justement un agent intelligent quand il travaille avec ces outils. OK? Donc, le modèle produit une décision structurée. Vous posez une question pour un agent intelligent. Quel temps fait-il à Lyon? Le LLM seul ne peut pas avoir cette information-là. Mais comme il fait partie d'un élément particulier au sein de l'ensemble de l'agent intelligent, l'outil Get Weather, donc qui est l'outil
pour obtenir des informations sur la météo, il va pouvoir accéder à cet outil-là. Et le paramètre, c'est la ville Lyon. D'accord? Ici, dans la phrase, dans la question, quel temps fait-il à Lyon? Combien font 18 fois 37? Il y a un outil qui s'appelle Calculate. Que dit notre procédure sur les congés? Il y a un outil qui s'appelle Search Document. Et la query, la question, c'est procédure de congé. Ça, c'est ce qui va remplir un paramètre, mais les outils, il a accès aux outils. Et en fonction donc de la question, il va choisir l'outil adéquatement, de manière adéquate. C'est-à-dire que, par exemple, quel temps fait-il à Lyon? Derrière, l'intention, c'est de la météo dont on parle. Donc, il choisit pour cette question calculée, ça ne serait pas adéquat, ça ne serait pas logique. Mais l'avantage des LLM et des méthodes avancées aujourd'hui, c'est que nous avons des outils extrêmement avancés d'un point de vue entraînement, donc d'un point de vue machine learning. Donc, vos questions, même s'il y a parfois de l'ambiguïté, aujourd'hui, les LLM sont capables de détecter avec une très très grande précision qu'est-ce que vous essayez de dire en fait. Donc, à partir de là, il est en mesure de bien choisir le bon outil. Voilà. Et si cet outil-là est bien paramétré, a été bien renseigné au niveau des paramètres d'entrée attendus, bah, il va être capable d'extraire dans votre phrase, j'ai besoin du paramètre ici, par exemple, ici pour la ville de Lyon, ici pour l'expression 18 x 37 et ici par procédure congé. Voilà. Voilà ce que fait notre agent intelligent lorsqu'il utilise ces outils. Ça donne ceci de manière rapide, cette chaîne ici de récupération, la question, la recherche de documents pertinents, le LLM et la réponse qui vous est fournie en sortie. D'accord? Et en termes d'ingénierie, on parle donc de Retrieval Augmented Generation parce qu'on est dans un contexte où on travaille sur vos données personnelles, sur vos données d'entreprise, sur votre données dans votre cadre de projet. Donc, les données sur lesquelles le LLM que vous utilisez, ChatGPT, enfin, le modèle derrière ChatGPT Claude Mistral n'a pas été entraîné. Donc, ça donne cette architecture que vous avez ici où c'est vous ici en tant qu'utilisateur, en tant que client, vous posez une question, l'orchestrateur, c'est un modèle de serveur qui va jouer le rôle d'interprétation et de dispatch de l'information autour du moteur de recherche. Donc, vous allez avoir ici, la request, la query envoyée, donc l'utilisateur envoie la query à l'orchestrateur. 2, ça arrive ici au moteur de recherche. Le moteur de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Bah, déjà, il va aller travailler avec la base documentaire et ce qu'on appelle ici la base vectorielle. J'expliquerai ceci après. La base vectorielle, c'est lorsque on a vectorisé en fait l'ensemble du corpus. C'est lorsque vous avez vectorisé l'ensemble du corpus de vos données en fait, de vos bases de données ici documentaires. Et donc là on est dans le contexte, je précise bien de LLM, c'est pourquoi je précise ainsi. Et donc vous allez avoir cette capacité une fois après, ça va récupérer les vecteurs correspondant au passage qui se trouve pertinent dans la partie documentaire. Ces vecteurs-là vont être renvoyés ici à l'orchestrateur qui va en renvoyer ceci avec les informations plus précises au LLM sous forme maintenant transformée. D'accord? Enfin, quand je dis transformée, qui ne sont plus sous forme de vecteurs. Et le LLM maintenant va générer une réponse ici en sortie chiffrée, sourcée, factuelle, mais provenant, vous voyez bien, la flèche ici en 4 là, ici en 4, c'est parce qu'il y a eu 3, et il y a eu 3, c'est parce qu'il y a eu 2. Il y a eu 2, c'est parce qu'il y a eu la base vectorielle, et vos documents
vos propres documents. Donc, ça veut dire que l'information qui sort ici en sortie là-haut, sur 4 là, elle contient nécessairement les passages pertinents de vos documents ici. Et ces passages pertinents ici là, d'accord, pour nous, pour les ingénieurs, on les stocke dans une forme d'entrepôt de données, de points que l'on appelle, enfin des vecteurs, des points de vecteurs qui vont être stockés ici par des méthodes classiques. Je reviendrai, j'en ai déjà fait une vidéo par le passé là-dessus pour expliquer les bases vectorielles, les bases de données vectorielles, mais je reviendrai. Donc, pour l'heure, retenez bien ceci. Pourquoi? Parce que la réponse ici qui est sous C, comme je disais, là maintenant, ça répond à une vraie demande, à une vraie mise sur pied d'architecture IA. Pourquoi? Parce que cette fois-ci maintenant, le LLM ici, il n'est plus uniquement, en fait, il ne répond plus uniquement par le fait qu'il a été entraîné par un certain nombre de données à la base, par son propre modèle d'entraînement. On utilise la capacité de son modèle d'entraînement de généraliser un certain nombre de données et on le fait sur nos propres données, sur notre base documentaire ici, en mettant en place un moteur de recherche qui va aller récupérer à chaque fois lorsque cela est nécessaire les passages les plus pertinents dans notre base de données privée et on va exploiter l'aspect génération du LLM parce que comme il était entraîné massivement sur des milliards et des milliards de textes, donc ce que nous on va lui apporter comme échantillon de données, de nos propres données, ça sera facile pour lui comme un jeu de facilement comprendre cela et de nous restituer une réponse sourcée. Donc là ici on est rendu à la 26e slide du module. On va bientôt s'arrêter là. Alors, et le RAG est différent d'un entraînement, ok, pour toutes les raisons que je vous ai citées, voilà, parce que l'entraînement est à part, c'est ce qui a constitué la mise sur pied du modèle, et le RAG, c'est toute la partie 1, 2, et cette partie ici, ça s'arrête là, parce que il y a l'aspect de nos propres données personnelles et la vectorisation en base de données ici, et là l'aspect aussi réponse souci. Parce que les réponses qui sortent ici proviennent du fait que on a mis sur pied une base de données vectorielle, une base de données de nos documents propres. Ça, c'est la base. Je produis uniquement la base. Je ne sais pas de fait compliqué. Je vous donne le nécessaire. OK? Et donc, le règle, comme je disais, est différent de l'entraînement. Et voici quelques mots qu'il faudrait comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle un contexte? C'est une information immédiatement disponible au modèle pendant une interaction. Un état, c'est où le système se trouve dans un processus. Donc voilà. Une mémoire utilisateur, c'est une information persistante explicitement conservée sur un utilisateur. Par exemple, vos identifiants, voilà, par exemple, votre session, vos paramètres de session, par exemple. Information persistante explicitement conservée sur un utilisateur. Vos préférences de paramètres de session, par exemple. Donc ça, c'est la mémoire utilisateur qui correspondrait. Une mémoire métier, en l'occurrence ici, c'est plutôt une connaissance documentaire ou structurée utilisée par le système. Ça, ce sont des mots à comprendre, à bien maîtriser. Donc, je disais que nous en sommes rendus à la 28e slide. Je vais m'arrêter aujourd'hui là. Il y en a 43 slides. Demain, on va continuer. Et j'ai besoin que ce cours soit référentiel pour vous, pour installer les bases. Je précise bien qu'il y en a encore 9 à peu près du même ordre, mais de manière progressive. Pour qu'in fine, lorsqu'on va vous parler de mettre sur pied une véritable solution d'intelligence artificielle, que ce soit un gâteau pour vous, que ce soit une chose hyper facile à comprendre. Ça, c'est le premier cours sur la compréhension de la mise sur pied des systèmes IA.
je l'ai intitulé ici, comprendre les systèmes d'intelligence artificielle. Il y a le deuxième cours qui arrive, ce sera d'installer les bases mathématiques les plus utiles. On va pas faire toutes les maths, hein. Voilà, je vous garantis. Ça sera impossible d'ailleurs et très difficile pour certains d'y comprendre vraiment. Mais je vais vous regrouper dans le deuxième module. Déjà, on finira le premier module, c'est pas terminé, mais je vous annonce un peu le plan à suivre. Dans le deuxième module, il y aura les bases, les notions mathématiques utiles pour les systèmes d'intelligence artificielle. Quelqu'un qui fait de l'IA à un haut niveau, comme moi, d'accord, qui met sur pied ChatGPT par exemple, ou Niambot, ne peut pas y arriver sans comprendre les notions mathématiques que je vais vous présenter d'ici quelques jours. Ou globalement, sans comprendre l'aspect mathématique. C'est impossible. D'accord? Donc, vous allez avoir une préparation dense, comme vous pouvez déjà le constater. C'est très dense, je suis d'accord. Donc, regardez la vidéo plusieurs fois, mettez un stop, reprenez, etc. C'est fait ainsi, d'accord? Parce que je souhaite aller vite. À la base, je ne voulais même pas le faire, en fait. Parce que là, je suis en train de... Enfin, je ne paye pas mon temps parce que, évidemment, je le fais avec bon cœur et avec une bonne charité. Et pour certaines personnes qui me suivent déjà et qui voudraient, qui m'ont déjà posé la question, quand est-ce que tu mets un programme de formation autour de l'IA? Donc, je me suis dit que j'allais regrouper tout ce que je fais au quotidien sous forme de connaissances structurées. J'ai regroupé cela en 10 modules. C'est très dense, mais c'est important. J'ai besoin d'installer la base avec vous. Quand je parle des mathématiques utiles pour mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle, je ne vais pas vous rendre mathématicien. Je pense que vous avez compris. Mais je vais vous donner le nécessaire qu'il faudra être à mesure de comprendre, surtout pour se dire, ok, d'accord, voici comment faire ChatGPT pour récupérer telle information dans telle base de données. Voici comment, quand je code avec Claude Code, voici ce que fait Claude Code réellement derrière. J'ai besoin que vous puissiez comprendre ces interactions-là qui se effectuent, qui se passent devant vous sur votre écran de type Codex ou Claude Code. Bah, c'est ça que j'essaye de vous faire prendre conscience, en fait. C'est ce à quoi je voudrais vous amener in fine. Ok? Donc, si cela vous intéresse, faites-moi plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez concentrés évidemment, mais réécoutez encore une fois de plus cette vidéo et restez concentrés véritablement pour le coup. Et bien sûr, rêvez grand. D'ici quelques jours, je vous annoncerai, alors à peu près 1 à 2 semaines, je vous dirai quand est-ce que Niambot sera disponible sur le catalogue GPT Store. Ça va arriver, c'est en cours de validation, en cours de review. J'ai tout bien préparé, toute la soumission auprès de OpenAI. J'ai vérifié tous les flux de connexion, authentification, double authentification, serveur au tout point. D'ailleurs, côté, quand je regarde dans les logs, dans l'environnement, il y a déjà des utilisateurs en France qui l'utilisent. Ok, j'ai les chiffres en fait. Je ne pourrais pas vous les montrer pour des raisons de sécurité. Sur la partie maintenant soumission auprès de OpenAI, j'ai fait les choses de manière à ce que ce soit hyper carré, évidemment, parce qu'ils vont passer au peigne fin tous les détails nécessaires. Et c'est hyper compliqué en tant que seul individu, seul ingénieur là derrière, même s'il y a Claude Code aujourd'hui, même s'il y a des outils qui permettent d'aller plus vite, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas Claude Code, ce n'est pas Codex qui va faire le travail à votre place. Si vous n'avez pas compris ou si vous ne comprenez pas les bases fondamentales pour aller du point A au point B, ni Claude Code, ni Codex ne pourront vous amener au point de destination. Et pour y arriver, il faut maîtriser les bases.
les fondations. Et c'est ça que j'essaye de vous inculquer à travers aujourd'hui déjà, enfin à travers déjà les vidéos que j'ai pu faire et aujourd'hui particulièrement à travers cette série de modules que je m'apprête à produire au quotidien. Donc, assez parlé. Demain, on va continuer pour la suite et terminer ce premier module sur la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. On s'est arrêté, je vais noter cela au 28e slide. Il y en a 43, on va terminer le reste demain. Merci les amis, restez concentrés et à la prochaine. Au revoir.